Eh bien bonjour, ceux qui sont partis déjeuner, ils ont perdu quelque chose là. Tant pis pour eux. C'est leur problème. Là, vous avez sur la scène parmi les trois plus belles révélations, les trois plus beaux romans de cette année. Alors, la preuve que ça, c'est vraiment des choses qu'on a beaucoup aimées. Ils sont pas en poche. Ce sont des grands formats et donc pour qu'on invite des gens en grand format, il faut vraiment que ça soit exceptionnel parce que c'est vraiment pas forcément le thème du salon. Alors on va commencer par la dame qui s'appelle Marlene Martin et qui a écrit La Goulue. Alors pour moi, La Goulue, c'était pas grand-chose, hein. C'était une affiche, c'était quelqu'un qui avait mal fini. D'ailleurs je comprenais pas son, voilà, c'était quelque chose de mythique, loin. Ouais. Et puis là elle va vous le transformer en personnage, redonne du sang, des veines, du sens en plus. Et puis elle redevient humain et donc humaine plutôt, et au lieu d'être quelque chose comme ça perdu dans notre histoire et notre patrimoine, elle redevient très actuelle à sa manière, une femme qui a essayé de prendre son destin en main. C'est ça. On a tout fait pour qu'elle ne le prenne pas. En plus, c'est quelqu'un qui n'avait pas forcément tous les atouts dans sa... Elle n'avait pas les codes surtout. Voilà, absolument. Donc ça, elle est très contemporaine à ce niveau-là. Ouais. Ensuite, moi, j'ai adoré, mais bon, c'est pas nouveau, le bouquin de Harold Colbert qui s'appelle Belle Amie. Alors, j'étais un peu sceptique, hein, parce que moi, ce qu'on on dit d'une manière comme ça, c'est un pastiche. Alors ça, c'est une horreur. Ça, je me tire tout de suite. Et puis, en fait, c'est la suite de Maupassant. Et un peu, c'est un peu facile, hein, ce que je dis, mais c'est un peu la revanche des femmes sur les hommes, hein. C'est-à-dire que qui croyait prendre est pris à la fin. Je trouve ça assez sympathique, hein. En plus, il a un style... alors là, c'est absolument bluffant. C'est-à-dire qu'il fait du Maupassant tout en restant du Colbert. Donc ça, c'est très 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 compliqué. C'est que la différence entre le pastiche et vraiment un excellent écrivain. Et mais tout ça, vous avez une belle brochette, hein. C'est des beaux styles et c'est des beaux écrivains dans tous les sens du terme. Et puis ça aussi, ça a été une des grandes découvertes. C'est vraiment ils remettent à niveau, enfin en vision à notre époque. Alors ça s'appelle, attendez parce que je suis fatigué moi, Didier le pêcheur, un bref désert d'éternité chez Jean-Claude Lattès. En fait, pour faire simple et un rapide truc, si vous avez vu Casque d'or avec Simone Signoret, c'est un peu, alors j'extrapole, hein, c'est rapide, c'est un peu la véritable histoire de Casque d'or. En fait, c'est le même thème que tous. C'est un peu ces femmes qui ont essayé et qui tentent de prendre leur destin en main dans une époque qui était beaucoup plus compliquée de nous, hein. Et donc le thème de ce... Je l'ai laissé parler parce que moi j'ai pas grand chose à dire. En fait le thème c'est le 19e siècle, c'est les femmes, hein, on peut dire, hein, tous les trois. Et je voudrais savoir pourquoi le 19e siècle, les femmes, et ça vous a pris comme ça tout d'un coup, un matin, vous êtes réveillé en disant je vais faire une femme le 19e siècle. Pourquoi? Quels sont vos cheminements? Je commence alors. Honneur aux dames. Merci. En fait, moi, La Goulue, c'est une rencontre avec une personne qui s'appelle Toulouse-Lautrec, un personnage aussi cabossé que cette femme l'a pu l'être aussi. J'aime bien les personnages atypiques parce que je le suis aussi un petit peu. J'aime pas les gens qu'on rentre dans des cases comme ça me fatigue. Alors, oui, c'est vrai qu'elles n'avaient pas une place facile, ces femmes, dans cette belle époque. Si elles étaient blanchisseuses, ouvrières, grisettes, le seul choix qu'elles avaient, c'était laver le linge, mettre leurs mains dans des choses pas très, très propres. Et si elles avaient un petit truc en plus, comme Louise, qui avait la danse chevillée au corps, elle pouvait s'en sortir. Et c'est vrai que cette place de la femme, c'était compliqué puisque, par exemple, toute femme qui devait rentrer dans une administration devait être accompagnée d'un mâle. Et Louise, elle va casser les codes et elle va rentrer au Moulin Rouge avec un bouc attaché au bout d'une laisse. Voilà, c'est rigolo. Et puis c'est vrai qu'elle devait, obéissance, c'est l'article, je crois, 4 du Code civil de Napoléon, elle devait obéissance à leur mari. Donc si elles exerçaient une profession sans être mariées, ça allait, mais si elles devaient demander la permission à leur mari si elles étaient mariées pour exercer une profession. C'est vrai qu'elles n'avaient pas la place facile, et cette femme, moi, elle m'a bouleversée, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, Gérard, c'est pas qu'une leveuse de jupons, c'est pas seulement la créatrice du French Cancan. Elle a eu 3 vies en une, mais pas une vie facile. J'ai voulu aussi réhabiliter cette personne parce qu'on en a fait une prostituée. Alors j'ai fait des recherches. Non, elle n'a pas été encartée à Saint-Lazare. C'est pas une prostituée, c'est pas une courtisane. Personne ne s'est ruiné pour elle. Personne ne s'est suicidé pour elle. Elle aimait le sexe, hein.
Elle aimait le sexe, mais elle avait choisi, elle choisissait ses amants. Non, mais voilà, c'est ça. Mais quand un homme choisit ses amantes, c'est un don Juan. Quand c'est une femme, c'est un peu plus compliqué. C'est une salope. Voilà. Donc Louise, eh bien non, elle fait le choix de ses amants, tant dans les milieux fortunés que dans les milieux populaires. C'est pour ça qu'elle n'est pas vénale. Et c'est pour ça qu'elle me plaît bien, cette femme. Mais il y a aussi quand même le côté tragique. C'est-à-dire qu'elle est courageuse, elle prend son destin en main, mais quand on voit comment elle a fini... en fait, ils ont eu sa peau quand même, quelque part. Ils ont eu sa peau, elle a brillé, elle a connu les plus grands de ce monde, elle a été la maîtresse d'Édouard VII, le futur roi d'Angleterre, elle a côtoyé le Shah de Perse, elle s'enferme une semaine avec le marquis de Biron, le marquis de Rothschild lui file 3000 francs comme ça de l'époque, rien que pour qu'elle montre ses jupons. Mais effectivement, elle a eu l'audace d'assumer ses choix, puisqu'après le cancan, elle part faire exercer ses arts dans la rue. Et elle se plante de plus en plus, quoi. Mais c'est pas tant ça. Je vais pas raconter le livre, mais il y a autre chose aussi qui l'a ruinée. Cette femme n'était pas faite pour être mère. C'était une amante, c'était une femme. Elle était pas mère. Et voilà, le destin. Son fils l'a un petit peu bousillé, quoi. Enfin, c'est un très beau livre. Je vais vous dire franchement, c'est un roman. Sa vie est un roman. Ça se lit comme un roman, effectivement. Absolument. Et une fois que vous êtes dedans, c'est vraiment une grande découverte. Et après, vous allez voir sur YouTube parce qu'il y a encore des films. Il y a eu un film qui a été tourné par l'assistant de René Clair, qui la monte devant sa roulotte, exerçant toujours. Mais elle est jolie malgré tout. Elle a du poids. Elle s'est abîmée. La vie l'a abîmée. Et puis il y a eu l'alcool. Et puis comme elle dit, j'aime bien faire mes petites ribouledingues du côté de Montmartre. Mais elle a toujours cette cette posture, c'est encore un peu la reine déchue du oui, Moulin mais Rouge. Si vous allez sur YouTube, vous le regardez, vous lisez le livre d'abord, oui, et après vous regardez, et là il y a beaucoup d'émotions dedans. Puis il y a un truc aussi que je ne savais pas, je ne sais pas si c'est dans votre livre, mais en fait elle a été enterrée loin de Paris, alors que elle fait partie du patrimoine et qu'on sert d'elle encore, et qu'il n'y a que quelques années où elle a été enterrée à Paris. Elle est revenue en 1992 sous la fanfare, on va dire, parce qu'il y avait la sœur de Michael Jackson. Je ne sais pas son prénom. Latoya. Ouais, merci. Latoya Jackson, qui était au Moulin Rouge à l'époque, sous un spectacle qui s'appelait Féerie, il me semble. Et donc, elle a été réenterrée en grande pompe au cimetière de Montmartre. Par contre, comme je le dis à la fin de mon livre, aucune rue, aucune place ne porte encore son nom. Alors, on va croiser les doigts, parce que moi, je me suis bougée un peu, même beaucoup, auprès de la mairie du 18e. Et puis, 18e arrondissement de Paris. J'ai fait une plus belle lettre comme je pouvais. Et normalement, la semaine prochaine, ça passe en commission. Donc, ça serait chouette. Ouais, ça serait bien qu'il se remue. Il y a tellement d'inconnus qui ont des noms et de nos rues. Ouais. Et puis, pourquoi pas elle? Et puis, c'est pas une mauvaise fille. Et puis, moi, je me dis, pourquoi pas. Voilà, exactement. C'est quand même une référence pour Paris. On n'arrête pas de... C'est mythique. Elle est connue internationalement. Donc, ça serait bien que la mairie de Paris, entre deux travaux, on ait une rue... Voilà. Alors Anne Hidalgo, si vous nous écoutez, ça serait sympa. Puis peut-être ça ferait des beaux travaux pour une fois. Ouais, elle pourrait refaire un trou en mettant voilà, ça serait sympa. Alors Belle Amie, ceux qui tout le monde a presque lu. Moi, j'aime pas qu'on dise tout le monde a lu Belle Amie parce que ceux qui l'ont pas lu se sentent exclus déjà. Donc, en fait, Belle Amie, c'est l'histoire d'un ambitieux, qui, on va faire très vite, qui se sert des femmes pour réussir. Des femmes comme marchepied vers le pouvoir. Absolument. Et puis sans mauvaise conscience. Aucun scrupule. Aucun scrupule. Et alors pourquoi la suite? Enfin, la suite. Ouais, pourquoi? Oui. Enfin, une suite possible. Parce qu'on pourrait faire plein de suites en fait, de Belle Amie. C'est venu parce que je l'ai étudié comme tout le monde. Moi, j'avais 14-15 ans, je crois. On l'étudie soit en troisième, en seconde ou en première. Et Maupassant le suggère et les professeurs de français le disent. À la fin, on sait que Georges Duroy va entamer une carrière politique. Et on a tous rêvé qu'est-ce qu'il va faire encore. Parce qu'il s'est quand même marié avec la fille d'une de ses ex-maîtresses, et à son mariage, il y a sa première maîtresse qui est là, et on sait qu'il va la reprendre encore. Donc on se dit, bon, il va quand même continuer encore avec les femmes. Et ce que Maupassant faisait dans Belle Amie, c'était vraiment d'étudier les collusions entre le monde journalistique et la classe politique. Et je me suis dit, à cette fin du 19e siècle, qui est vraiment la République des affaires, où il n'y a que des scandales politico-financiers, ce qui serait intéressant, avec un Georges Duroy qui deviendrait député, et puis peut-être plus, ce serait de pouvoir, ce coup-ci, inspecter les liaisons dangereuses entre la classe politique et la haute finance internationale.
on a un président qui vient de la banque privée, ce serait intéressant qu'on s'y penche. On a eu quelques scandales comme ça, comme le scandale de Panama dont je m'inspire allègrement, qui ressemble à peu de choses près dans l'esprit aux subprimes qui sont arrivés il y a quelques années. Et quand on inspecte tout cela, on se dit, c'est très curieux, rien n'a changé, la corruption est la même. Et pendant que j'étais en train d'écrire ce livre-là, c'était quand Emmanuel Macron venait tout juste d'être élu, et ce qui était fou, c'est que suite à l'affaire de Panama au 19e siècle, les députés ont demandé à être payés plus pour n'être, si possible, moins tentés de se laisser corrompre. Et en septembre, les députés de La République En Marche ont demandé à ce qu'on augmente leur salaire pour ne pas se laisser corrompre. Je me suis dit, tiens, étonnant. Oui, c'est ça l'intérêt de votre livre, c'est le parallèle. À 130 ans d'écart, c'est la même chose. Et puis après, il y a tout un contexte. Ce qui était... En fait, j'avais deux affaires possibles aussi. Je me suis dit, laquelle affaire il y a deux grandes affaires à ce moment-là. Il y a Panama et il y a Dreyfus. Dreyfus, je me suis dit, non, on y est allé trop souvent. Panama, trop peu. Et en plus, en vrai... Panama prépare Dreyfus, parce que toutes les caricatures qui sortent après, on imagine tous les banquiers juifs, crochus, avides, etc. Et c'est la montée de l'antisémitisme en France. Et ça ressemble à ce qu'on vit aujourd'hui. Le livre était sorti depuis 15 jours, qu'il y a eu ensuite toutes les caricatures, Simone Veil profanée, etc. Et je me suis dit, bon, quand est-ce qu'on va... Alors, soit on est en 1890, soit on est en 1930, il va falloir choisir, mais en tout cas, on est dans une période qui se ressemble, qui semble bégayer beaucoup, et il serait intéressant. On a toujours du mal à appréhender son propre présent si on ne connaît pas l'histoire. Le problème, c'est qu'on cherche la femme, là, à notre époque. Quelle est la femme qui va... Oui. Voilà. Ce serait pas bien que ce soit elle, quand même, qui prenne le pouvoir pour essayer d'aller régler je ne sais quoi. Il peut y avoir d'autres femmes plus intéressantes qui sont là. Oui, absolument. Mais c'est un peu compliqué au niveau style. C'est-à-dire, comment on fait pour pas faire un pastiche tout en restant soi-même. Ah ouais, alors ça a été curieux en vrai, parce que ça fait 2-3 livres que je m'autorise à écrire différents de ce que je suis. Et bon, j'ai relu Bel Ami plein de fois, j'ai relu tout Maupassant en fait, et je me suis imprégné un peu comme une éponge. Et j'ai essayé de décortiquer comment il fait pour faire vibrer, parce que chez lui tout vibre en plus, le moindre lambris vibre, est acteur même de la scène. Et ce que je trouve super chez lui, autant j'adore Balzac, mais c'est un peu lourd, parfois il tire à la ligne. Zola, je suis désolé, j'y arrive pas moi, mais c'est comme ça, c'est juste à faire de goût. Et je trouve que Maupassant, il y a une vitesse, c'est quelqu'un qui va vite, l'écriture est vive, ça cavale tout le temps, il brosse les portraits des lieux et des êtres en 20 lignes. Et je me suis dit, il faut retrouver cela, et il y a quand même, je pense que j'ai beaucoup plus appris en essayant de trouver parce qu'il y a des choses qu'on ne fait plus maintenant, on ne décrit plus un lieu, on ne fait plus le portrait psychologique d'un personnage, et c'est bien dommage en fait, parce que d'abord ça clarifie pas mal de choses, et à écrire c'est absolument délicieux, c'est un régal à faire, et je pense que j'ai plus appris sur la technique de mon propre métier en essayant de plonger dans les arcanes d'un maître comme lui. Alors là on va passer à... Ça vous énerve pas qu'on arrête? D'ailleurs, il y a beaucoup plus de... Enfin, entre les deux, entre la Goulue et votre personnage à vous, enfin, de femmes, je trouve qu'il y a beaucoup plus de passerelles. Oui, il y en a aussi avec ce que dit Harold Colbert, parce que en fait, la question que vous posiez tout à l'heure sur pourquoi le 19e siècle, il y a répondu brillamment, et on peut y répondre aussi à notre façon, c'est-à-dire que les passerelles avec aujourd'hui sont innombrables. Ne serait-ce que la condition des femmes, les collusions entre la politique et la finance, les problèmes dans la police, la façon dont la police gère certaines situations, le terrorisme. Moi, mon bouquin, il commence par un attentat de Ravachol et l'arrestation de l'anarchiste Ravachol qui pose des bombes. Et comment la police fait pour lutter contre l'anarchie? Il y a un monsieur qui s'appelle Puy-Barreau, qui est le chef de la sûreté, qui a l'idée de se dire, tiens, et si on fabriquait nous-mêmes des bombes? Comme ça, au moins, on saurait où elles sont. On pourrait les désamorcer, ça ferait plaisir à tout le monde. Tout le monde se dirait, waouh, la police fait son boulot. De temps en temps, on en laisserait péter une. Comme ça ferait un peu des blessés. Du coup, l'opinion va se retourner contre les anarchistes, et c'est tout bénef. Alors, je dis pas que la police d'aujourd'hui fait ça. En tout cas pas en France. Je dis juste que c'est possible, et qu'en tout cas à l'époque, ça n'est pas avéré, mais enfin il y a quand même des forts soupçons. Là-dessus se greffe la presse à sensation qui connaît ses premiers soubresauts, qui s'empare, bon moi je parle de Casque d'Or, donc elle s'empare de l'affaire Casque d'Or, qui est une toute petite affaire,
une toute petite affaire d'une prostituée qui est amoureuse, tiraillée entre deux Apaches. Et puis les deux Apaches décident de régler ça au couteau. Du coup, les deux bandes s'affrontent. Ça fait des petites bagarres du côté de Ménilmontant, aux barrières, etc. À l'époque, en dehors de Paris. La presse se dit, oulala, on tient un truc là quand même. Ils commencent à faire un article, 2 articles, puis ça devient une affaire énorme. Et il y a des unes sur les journaux de l'époque qui disent les Apaches tiennent Paris. En réalité, si on regarde les statistiques, la criminalité dans ces années-là est strictement la même que les années précédentes et strictement la même que les années suivantes. La seule chose qui change, c'est le type de criminalité, c'est-à-dire que ce sont des jeunes. Ce sont des gamins. Casque d'Or, la vraie, elle a 14 ans quand l'histoire commence. Voilà. Elle veut prendre son destin aussi. Avec la Goulue, c'est un peu le même genre. Elle veut prendre son destin en main. Elle veut sortir. Elle veut pas. Ouais. Alors, on parlait tout à l'heure des choix qui s'offrent aux femmes à cette époque-là. Si elles ne viennent pas, si elles sont bourgeoises, leur choix c'est simple, c'est se marier. Point barre. Ça s'arrête là. Si elles ne sont pas bourgeoises, c'est-à-dire si elles sont ouvrières, aller à l'atelier, gagner une misère avec un chef d'atelier qui, quand elles demandent une augmentation, vient leur dire écoute, t'as tes fesses pour arrondir les fins de semaine, donc viens pas m'emmerder avec tes demandes d'augmentation. Voilà. Et quand on compare le salaire d'une ouvrière ou d'une vendeuse dans un grand magasin avec celui d'une prostituée, il n'y a pas photo, c'est du simple au décuple. Donc, le nombre de prostituées à Paris à cette époque-là est colossal, 20 à 30 000. On parle seulement des encartées, c'est-à-dire de celles que la préfecture de police surveille, soigne, si on peut dire, emprisonne régulièrement à Saint-Lazare, puis relâche dans la nature. Mais il y a toutes les clandestines. Voilà, plus les femmes de la bourgeoisie qui, elles aussi, se prostituent, alors elles, dans des maisons de rendez-vous, de temps en temps, elles aussi pour arrondir les fins de mois, parce que ces messieurs entretiennent des cocottes, n'en plus finir, ça coûte très très cher. Donc du coup, madame à la maison, elle est chargée de gérer le ménage avec le peu qu'on lui donne, et si elle veut s'acheter une nouvelle robe, on lui fait la gueule. Donc elle se trouve, elle va dans une maison de rendez-vous, et elle dit voilà, je suis libre les mardis, les jeudis, etc. Je vais rencontrer des messieurs de ma condition, qui sont prêts à mettre un petit peu d'argent, etc., etc. Et voilà. Donc, ce que peu de gens savent, ça, en fin de compte, parce que pour les gens, les prostituées, c'est des gens très pauvres qui vendent leur corps parce qu'elles ont faim ou qu'elles veulent sortir du... Non, il y a une prostitution. Alors, il y a 3 niveaux, il y a 4 niveaux de prostitution, mais il y a les prostituées non encartées qui font ça à la sauvage, qu'on rafle et qu'on traite comme des chiennes, quoi. Vraiment. Il y a les prostituées encartées qu'on surveille, qu'on soigne soi-disant en les emmenant de temps en temps à l'hôpital, doivent passer une visite médicale plus ou moins agréable. Voilà. Il y a les maisons, les maisons, il y a les bordels, les maisons closes, et puis qui sont des rendez-vous pour les notables, etc. Où on vient en border, on amène son fils pour lui faire connaître la vie, etc. Et puis il y a tout en haut de ça les maisons de rendez-vous qui sont là beaucoup plus classe en général pour des voilà. Et puis il y avait un vocabulaire, si je peux me permettre, les pierreuses, on les appelait, il y avait les marmites, les gagneuses, les pierreuses. Voilà, il y avait différentes catégories. Moi je suis dans les marmites. Voilà. Du côté de Casque d'Or. Moi j'ai pas de pierreuse ni de marmite, mais c'est vrai que et puis il y a je pense au fameux bordel de la rue des Moulins, là où Lautrec avait planté, il disait je vais planter ma tente au bordel pour peindre les filles. Voilà. Ces 3 romans, alors il y a plein de choses, hein, c'est vraiment ça, j'adore parce que c'est à la fois la description d'une époque, il y a des portraits en plus psychologiquement c'est hyper bien campé, ils écrivent tous les 3 très bien, enfin vous trouverez plein de choses, et puis il y a en plus, c'est vrai que c'est passerelle entre nos jours et cette époque, c'est vrai que le 19e et l'époque qu'on vit en ce moment, hein, vraiment ça interroge, hein, ça fait même très peur sur la suite quoi par moment, hein, donc enfin c'est pas des livres d'horreur non plus, hein, ne partez pas non plus, c'est 3 excellents écrivains, donc n'hésitez pas parce que vous allez découvrir vraiment des gens voilà, ça casse les codes, enfin les images, les clichés, tout ce qu'on a. Hein, voilà, entre Casque d'Or, peut-être un peu marre qu'on vous parle sans arrêt de Casque d'Or pour résumer votre truc, ça va ? Non, je me suis servi d'elle comme point de départ et d'un autre personnage qui a vraiment existé, Jules Léraud, qui a permis l'arrestation de Ravachol, et je me suis juste dit, ces deux-là ne se sont jamais rencontrés, on va essayer de corriger ça. C'est une vraie, mais oui, et puis je trouve que ça change, ça ouvre sur le film, enfin il y a plein de choses. Bon, et entre Maupassant et puis La Goulue, donc allez-y, allez les voir, je vous dis, si on les a invités alors que c'est pas des livres de poche, c'est que vraiment ce sont des livres différents et qui valent vraiment la peine. Merci beaucoup. Merci. Merci.